Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour parler encore du jeu Pathfinder spécial Skull and Shackle. Donc voilà, la campagne, la deuxième campagne qui a été traduite en français par les gars de Black Book Edition. Donc je rappelle, c'est un jeu de cartes à la base édité par Paizo. Donc ils sont les créateurs, les développeurs du jeu de rôle Pathfinder, Pathfinder, grande licence de jeu de rôle qui a repris la suite de la 3.5 de Donjons et Dragons. Il y a déjà de nombreuses années qu'il a développé, notamment leur grande force a été le développement de grandes campagnes, ce qui pouvait parfois manquer dans voilà, de ce que pouvait proposer Donjons et Dragons et Wizards of the Coast à l'époque. Et donc, après avoir sorti une première campagne d'un jeu de cartes, ils ont fait une deuxième campagne. Maintenant, ils en ont même fait 3, 4 depuis, mais les deux seules qui sont traduites, c'est L'éveil du Seigneur des Runes et Skull and Shackle. Et donc, je me suis proposé lors d'une précédente vidéo de commencer, d'aborder une campagne complète du jeu, parce que c'est un jeu que j'adore et que j'ai bien envie de reprendre voilà, dans les jours à venir. Donc ce soir on va essayer de faire une vidéo assez courte. Premièrement on va voir donc quels personnages vont se trouver dans notre équipe. Et puis dans un deuxième temps on va aborder un tout petit peu succinctement les petites modifications de règles qui vont intervenir lors de la campagne que je vais vous proposer. Et on passera lors d'une prochaine vidéo au démarrage, tout simplement au démarrage de la campagne avec la première aventure et le premier scénario de cette aventure. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce petit jeu, ce petit jeu concours pour me faire des propositions de personnages. Voilà, donc grâce à ce que vous avez dit, j'ai pu constituer une équipe qui me semble pas mal. Alors il y a certains votes qui ont été assez serrés, je dirais, et donc j'ai dû trancher évidemment. Et on va commencer par présenter le premier personnage qui va faire partie de l'équipage. C'est Lyriane. Lyriane, le pistolier. Donc la demi-elfe Lyriane, qui donc elle est spécialisée dans le tir à distance et notamment grâce à des armes à feu. Et je pense que le personnage va être assez fun à jouer. J'espère qu'elle sera efficace au niveau des combats et grâce à au niveau de la dextérité aussi, parce qu'elle a un bon dé de dex de 10 et la sagesse, mine de rien. Elle a quand même son D12, c'est quand même assez intéressant aussi. Voilà. Lyriane, donc c'est le premier personnage. Alors pour l'instant, je ne me suis pas trop embêté, je me suis basé sur les cartes de base et la liste de cartes de base proposées pour ce personnage-là. Alors, ce qui fait qu'elle a dans sa main de 15 cartes, pour commencer, elle a 4 bénédictions, ce qui est un nombre moyen, correct. Voilà, bénédictions qui vont permettre d'explorer plus vite et d'aider à faire des tests plus facilement, de réussir des tests. Après, elle a 3 alliés. Ça, c'est pas mal. C'est un des seuls personnages qui a autant d'alliés. Donc, elle a avec elle une vigie. Voilà, la vigie, elfe pirate basique, qui va permettre de rajouter 1-6 à un test de perception. Et sinon, on peut recharger cette carte pour regarder la première carte d'un paquet de régions. Voilà, on va pouvoir savoir à l'avance si c'est une bonne chose d'aller dans cette région ou pas. Voilà, la vigie, premier allié basique. Hop. Le maître canonnier. Alors donc c'est un humain pirate. Et lui, le maître canonnier, qu'est-ce qu'il nous propose? Recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test de distance lors d'un combat. Donc il va pouvoir l'aider quand elle utilisera ses armes à feu. Si lors de ce test, vous deviez mélanger une arme dotée de la propriété arme à feu dans votre deck, au lieu de cela, placez-la sur le dessus de votre deck. Donc là, grâce à lui, non seulement... alors on sait qu'elle est assez forte pour utiliser tes armes, mais en plus, grâce à cet allié, elle pourra l'utiliser plus vite encore, parce qu'il va revenir tout de suite.
puisqu'il va être au-dessus du deck. Et sinon, on peut aussi se servir de cet allié pour explorer la région. Et si, pendant l'exploration... Alors, on ajoute en plus la propriété Flibuste à tous les tests lors des combats. Donc, j'imagine que c'est un mot-clé qui doit servir pour certains types d'attaques. On verra ça. Enfin, le maître canonnier, il est pas mal, je trouve, pour un allié basique. Et le troisième allié à sa disposition, c'est le matelot de pont. Donc, est un humain pirate, basique évidemment, lui aussi. Et lui, il permet d'ajouter 1 à 6 à un test de force ou de dextérité en dehors des combats, en le rechargeant. Et sinon, il permet d'explorer. Et de la même manière, il rajoute la propriété Flibuste à tous les tests lors des combats. Donc c'est bien un pirate. Donc elle a 3 pirates dans son équipe quelque part. Après, elle a aussi 2 objets. Une potion de bagou qui est inconsommable, qui permet de réussir automatiquement un test de diplomatie, donc pour embrigader un autre allié par exemple. Donc ça c'est à usage unique, hein. Voilà. On voit aussi que ouais, bah, c'est une potion quoi. Voilà, tout simplement. Et elle a une corne à poudre. Je pense que c'est un instrument indispensable pour elle. Voyons ce que ça donne. Jetez cette carte pour chercher une arme dotée de la propriété arme à feu dans votre deck. Ajoutez-la à votre main et mélangez votre deck. Après avoir joué cette carte, vous devez réussir un test artisanat 8 pour la recharger au lieu de l'acheter. Donc c'est bien ce que c'est bien de la poudre à canon. Donc on utilise cette carte pour recharger une arme. Donc pour lui remettre de la poudre dedans pour l'utiliser à nouveau. Donc on va permettre d'aller chercher une carte arme à feu dans notre paquet. C'est quand même intéressant pour une spécialiste de tir. Voilà. La corne à poudre pour Lyriane. Elle a un peu de protection. Elle a une petite armure en cuir, armure légère. Bon, assez classique, hein, qui permet de réduire de 1 les dégâts en la rechargeant. Voilà. Éventuellement, elle peut la sacrifier pour enlever tous les dégâts. Et elle a aussi un petit bouclier, une targe. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Recharger cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissez de 1, exactement comme l'armure. Si vous êtes formé aux armures légères, il vous suffit de révéler la carte au lieu de la recharger et vous pouvez jouer une autre armure sur ce test. Et elle est spécialisée dans les armures légères, donc elle peut se servir de cette armure, simplement en la montrant, en la révélant, et non pas en la rechargeant. Pour ce qui est des armes, sans surprise, elle a 2 pistolets dans son équipement. Un pistolet pour un test de combat à distance. On rajoute, pour un test de combat à distance, on rajoute un dé de 6. Et on peut aussi enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10 en plus. Si vous n'enterrez pas la carte, lancez 1 à 6. Ou 1 à 12 si vous êtes formé aux armes. Et sur un 1 ou à 2, on mélange cette carte dans le deck. Donc on voit qu'on a toujours possibilité de l'enterrer, de tenter de l'enterrer. Non, enfin, soit on l'enterre, et dans ces cas-là, elle fait plus à l'attaque, soit on décide de ne pas l'enterrer, et on a une chance de la remélanger, au lieu de la jeter, j'imagine. Non, simplement on la mélange. Ok, bon, on verra ça plus concrètement quand on sera dans la partie. Voilà pour le... Et donc elle en a un deuxième. Et sinon, elle a une petite dague. Voilà, qui utilise aussi la dextérité pour l'attaque. Qui rajoute un dé de 4, éventuellement un deuxième dé de 4 si on la recharge. Et elle a une matraque. Une arme mêlée contondante. De jeter cette carte pour échapper à un monstre dont la difficulté la plus élevée est de 12 ou moins. Voilà, donc c'est pas pour battre un monstre, c'est simplement au cas où on tombe sur quelque chose d'un peu trop costaud pour nous. On peut d'un coup de matraque lui jouer un mauvais tour et s'enfuir. Voilà, ça c'est l'équipement proposé. Enfin, l'équipement. Le deck de 15 cartes de Lyriane, notre pistolier. Donc voici pour le premier personnage qui va faire partie de notre groupe. Le deuxième, il a été souvent demandé et donc il sera là, bien présent. Ce n'est autre que Olok. Olok qui est donc un demi-orc, un prêtre combattant. Donc une sorte de brute mais au grand cœur, on va dire. En tout cas c'est un prêtre. Je ne sais pas s'il a vraiment un grand cœur.
et c'est surtout sans doute un prêtre d'un dieu de la guerre. Et donc il a une force phénoménale avec un dé de 12, un bon tirage de constitution, donc ça c'est intéressant, et aussi de la sagesse, hein, pour pouvoir lancer des sorts divins, puisque donc, comme on l'a dit, c'est un prêtre combattant. Voilà, avec des pouvoirs qui lui permettent notamment de rajouter c'est un soutien aussi, hein, donc il peut rajouter des bonus d'attaque à ses compagnons, ou même à lui-même, je crois, voire des bonus de défense aussi, en jouant des armures ou des bénédictions. Voilà. Je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, en tout cas plus dans le détail. Et pour ce qui est du deck de Holok, donc nous avons cette fois-ci 5 bénédictions. On voit bien qu'il a un appui des dieux un peu plus important en tant que prêtre. Donc ça c'est une bonne chose, hein. 5 bénédictions c'est quand même sympa. Et sinon, il a une potion de vigueur. Donc ça c'est vraiment son équipement de base qui lui permet de réussir automatiquement un test de vigueur. Voilà, c'est un consommable, c'est une fois. En termes d'armure, il va avoir un écu de bois qui permet de protéger de 1 ou 2, je ne sais plus. Alors, recharger cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissez de 2. Voilà, donc on la recharge par rapport à la targe où éventuellement on peut juste la présenter. Ici, il faut la recharger. Voilà. La targe, on l'a vu tout à l'heure, donc il a aussi une targe, il a 2 types de boucliers différents. Et une chemise de maille qui est une armure légère aussi, avec la compétence Flibuste. Et donc elle permet de réduire les dégâts de 1 ou de 3 si le test est doté de la propriété Flibuste. Voilà. Il a des sorts. Voilà, il a un sort d'arme magique qui lui permet notamment de rajouter 1 à 4 à un test de combat plus la propriété magique. On sait qu'il y a des créatures qui nécessitent une arme magique pour être vaincues. Donc là, c'est le cas de cette arme, enfin, grâce à ce sort. D'ailleurs, je crois que c'est lui qu'on voit sur le dessin. De bénir une arme. Et en tant que prêtre, c'est pas mal. Il a un sort de soin, ça peut aider lui ou les copains, c'est toujours efficace. Et au niveau des armes, écoutez, il a une hache d'abordage, une épée longue, un cabillaud, je sais pas si ça se dit comme ça, un cabillaud, cabillo, j'en ai aucune idée, et une pique d'abordage. Alors, la pique, c'est pas mal. Lors d'un test de combat, on la révèle et on rajoute 1 à 8 pour une attaque, et éventuellement 1 à 4 si on est sur un navire. Voilà, et si on rate le test, on peut éventuellement jeter la carte pour faire une relance. Voilà, la pique d'abordage est pas mal, je trouve. C'est une arme à deux mains en revanche, hein, donc pas de bouclier pour ça. Le cabillo sans doute. Donc c'est une arme de mêlée contondante, flibuste. Alors lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de force plus 1 dé de 4. Et on peut la jeter pour ajouter en plus votre dé de force, qui est intéressant pour Orog, comment il s'appelle Holok, puisqu'il a un dé de 12 en force. Voilà. L'épée longue classique, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, donc elle rajoute un dé de 8 à un test de combat, et éventuellement on peut la jeter pour ajouter un dé de 6. Et pour terminer, la hache d'abordage, qui a la compétence Flibuste aussi. Lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de force plus un dé de 6. Et on ajoute encore un dé de 6 si le fléau affronté est doté de la propriété pirate. Donc c'est spécial pour attaquer les pirates. Vous pouvez jeter la carte pour ajouter encore un dé de 4. Voilà. Donc, voilà, éventuellement 2 dé de 6 contre les pirates. Éventuellement 2 dé de 6 et 1 dé de 4 si on veut se débarrasser de cette hache d'abordage qui est quand même pas mal aussi. Hein. Intéressant. Donc voilà pour le deck d'Holok. Hop. Et pour terminer, le dernier personnage qui a été choisi, qui a gagné haut la main le concours, et j'en suis ravi parce que je le trouve assez fun, c'est Damiel, l'alchimiste. Damiel qui a donc la possibilité d'utiliser quelques sorts et surtout de balancer des potions comme si c'était un peu des grenades.
Voilà. Et donc lui, il a pas mal de cartes différentes, c'est rigolo. Une arme, 2 sorts, une armure, 6 objets, un allié, 4 bénédictions. Ça me fait penser, en voyant un allié sur Damiel, que Olok, il en a aucun. On sent bien qu'il est surtout concentré sur la guerre et pas trop sur la diplomatie. Et donc, voilà, il n'a aucun allié, il peut garder aucun allié sur lui. On peut éventuellement le faire évoluer, lui permettre d'avoir un allié dans son deck, mais je crois que c'est tout, hein. On peut mettre un seul allié, éventuellement, si on le souhaite. Ici, là, voilà. C'est quand même... Voilà, bon, on développera autre chose. Damiel, lui, il en a qu'un. Hein. C'est pas non plus énorme. Hein. C'est plutôt des personnages assez solitaires qu'on a dans notre équipe. Sauf peut-être Lyrian, on a dit qu'il y a 3 alliés. Ça, c'est pas mal. Alors, le deck de Damiel est composé de 4 bénédictions. Voilà. Son allié, c'est un quartier-maître. Quartier-maître pirate. Rechargez cette carte pour ajouter un des 4 à votre test pour acquérir une aubaine, ou un des 8 si c'est une arme, une armure ou un objet. Donc là, ça, c'est pour récupérer du loot. Jeter cette carte pour explorer la région, et on a aussi la propriété Flibus à tous les tests en dehors des combats, cette fois-ci, en dehors des combats, pour le quartier maître. Alors, c'est le spécialiste des objets, hein. Donc là on voit qu'il a tout un paquet de potions. Une potion d'étude, qui permet de réussir automatiquement un test d'artisanat. On va voir que ça va servir notamment pour réparer les bateaux, par exemple. Voilà. Une pierre de détonation. Quand on la lance, on rajoute, je crois, un dé de 4 à un test de combat. Une bouteille de rhum. Bah oui, évidemment. Un jeu de pirate sans bouteille de rhum, ce n'est pas possible. Et donc ça nous dit, jetez cette carte pour choisir un personnage dans votre région et ajouter un des 10 à son test d'acquisition contre une carte dotée de la propriété pirate. Voilà, on lui paye un coup, quoi. Après avoir joué cette carte, vous devez réussir un test de survie 7 pour la recharger au lieu de l'acheter. La bouteille de rhum, indispensable. Une corne à poudre, on a vu tout à l'heure, pour récupérer une arme à feu aussi. Une bombe toxique. Liquide, attaque, poison, distance, alchimique et basique. Lors de votre test de combat, bannissez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité ou distance plus 2 dés de 6. Vous pouvez en plus jeter une autre carte pour ajouter votre compétence d'artisanat. Après avoir joué cette carte, vous devez réussir un test d'artisanat 9 pour la recharger au lieu de l'acheter. Donc on n'est pas... On n'est pas obligé de la bannir, a priori, si j'ai bien compris. Ah non, c'est la deuxième carte. Puis jeter une autre carte. Et c'est cette deuxième carte qu'on n'est pas obligé de jeter si on réussit un test d'artisanat. Voilà, donc là c'est quand même un gros... Ça devient une grosse arme d'attaque, hein, de combat, ça. Hein. Et on a vu avec le personnage qu'on n'est pas forcément obligé de la bannir. C'est un peu tout son gameplay va jouer autour de ça. Et il y a le feu grégeois qui j'imagine doit être à peu près du même acabit. Donc bannissez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité ou distance plus 2 dés de 6. Vous pouvez en plus jeter une autre carte pour ajouter une compétence d'artisanat. C'est exactement la même chose, sauf que il y a des mots-clés qui sont différents. Là c'est feu, l'autre c'était poison. Hein, mais sinon c'est le même type de carte. Il a une petite armure de cuir, ça mange pas de pain, hein, un petit peu de défense quand même. 2 sorts. Bon, pour l'instant c'est des petits sorts basiques. Il a un séide fantomatique qui lui permet, si je ne m'abuse, de permettre à un autre personnage de votre région de vous donner une carte. Donc c'est pour récupérer des cartes. Peut-être éventuellement si quelqu'un trouve une potion, un truc inconsommable, et bien grâce à ce sort il peut la récupérer et être sans doute plus efficace avec, par exemple. J'imagine que ça peut servir à ça. Donc il va rapatrier des cartes dans son deck, des cartes venant de d'autres personnages. Ou alors on peut donner aussi, il y a les deux, les deux sont possibles. Soit on donne une carte à quelqu'un qui est n'importe où sur une autre région. Par contre si on veut récupérer une carte, il faut que le copain soit dans notre région. Donc c'est plus efficace quand ça part de chez nous. Pour récupérer une carte, il faut que les deux soient dans la même région. Un sort de soin, puisque il peut utiliser soit
du divin, soit de l'arcane, pas de souci pour lui. Et donc sa seule et unique arme, c'est un pistolet. Voilà. Et on voit qu'avec la poudre, il peut aller la chercher assez facilement. Voilà pour les decks de nos 3 personnages. Alors, intéressant, je pense. On a du tir à distance ici, avec des alliés, quand même. Une très bonne sagesse, un jet de dextérité qui est correct, qui est un déduite. Là où ça va pêcher, ça va être au niveau du charisme, je crois. Puisque là, on a un dé de 6 pour Lyrian, un dé de 6 pour Olok, et pour Damiel, c'est carrément un dé de 4. Donc là, c'est vraiment pas des personnages charismatiques que nous avons là. Donc ça risque de pêcher à ce niveau-là, mais on va essayer de trouver des astuces. Hein. Par contre, ouais, en constitution, on est très fort, en force, on est fort aussi. En intelligence, on est pas mal grâce à Damiel qui a un dé de 10. Et voilà, c'est vraiment ce qui pêche le plus, je vais dire, c'est le charisme. Là, il n'y a aucun personnage qui a des capacités intéressantes à ce niveau-là. Donc, bah voilà, on verra ce que ça donnera. Mais enfin, ça reste, je trouve, relativement équilibré et assez fun. On a un personnage qui est combattant et soutien. Clairement, une combattante plutôt à distance. Et un magicien, mais qui est quand même avant tout un DPS, quoi. Il va mettre un paquet de dégâts, je pense aussi. Donc ça risque quand même de... Les 3 peuvent bastonner sans problème, quoi, a priori. Donc voilà pour ce qui est des personnages. Merci à vous de m'avoir aidé à choisir cette équipe. Donc je suis ravi de pouvoir commencer très rapidement à me lancer dans l'aventure. Et donc la première aventure hein, donc s'appelle bien Pillage et Péril. Voilà, et elle est composée de 5 scénarios, pardon. Promenade dans les îles, Tiponche, eau dangereuse, trésor englouti et pavillon noir. Et si on réussit à aller jusqu'au bout, on gagne un don de compétences. Donc un petit +1 quelque part. Voilà. Et donc le premier scénario que nous allons faire la prochaine fois s'appellera Promenade dans les îles. Et on voit qu'il y a quelqu'un d'assez charmant qui nous attend. On en saura un petit peu plus très bientôt. Hop. Et nous serons à bord d'un navire marchand. Le premier navire qui appartient au groupe. Hop. Et avant de nous quitter, un petit point très rapide sur les rajouts. Je vais vous expliquer 2-3 mécanismes, 2-3 choses que j'ai rajoutées, que vous puissiez mieux suivre. Alors, voilà à quoi va ressembler la table de jeu pendant un scénario, une aventure, un scénario, oui. Donc par exemple, ça j'ai mis en place le scénario pour Promenade dans les îles. Voilà. Et donc j'ai mis ici les 8 régions. Évidemment, c'est comme dans la campagne précédente, le nombre de régions dépend du nombre de joueurs et c'est inscrit ici au dos de la carte du scénario. Mais pour symboliser l'espace avec les îles, etc., en fait, les régions qui ne sont pas utilisées sont simplement fermées. Donc, par exemple, la baie de la Balafre, qui se trouve ici, c'est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Hein. Hop, donc là, j'enlève la carte. J'avais juste mis une petite carte pour montrer à quoi ça pouvait ressembler. Celle-là est fermée. L'île des Cannibales, qui va se trouver ici, c'est une région qui est fermée aussi. Voilà. Toc. Donc le boss ne peut pas s'y trouver, le boss ne peut pas s'y réfugier. L'atoll, alors attendez, et c'est tout. Pourquoi c'est tout? Parce qu'en fait, une des premières règles que j'applique moi, afin de faire en sorte que le jeu soit un petit peu difficile, c'est qu'il y a une région supplémentaire. Donc là, on joue avec 3 héros, mais c'est comme si on avait 4 héros. Et à 4 héros, c'est très clair, il y a 6 lieux ouverts. Donc l'île du requin, le chantier flottant, l'île solitaire, le banc de la tempête, l'île sacrée et l'atoll du pinacle. Donc il n'y a que 2 régions qui sont fermées. Donc on peut s'y déplacer si on a envie, on peut éventuellement être rejeté par ici s'il y a des cartes qui nous poussent à aller là-bas, mais c'est tout ce qui va se passer, il n'y a pas de... Les cartes sont fermées, quoi. Les lieux sont fermés, voilà. Et sinon, vous pouvez me demander sans doute
ce qu'il y a en plus sur le plateau. Là, vous avez vu que j'ai reconverti des petits caplas en éléments de jeu. Donc, c'est tout simplement sur un élément de jeu, c'est une connexion en fait, c'est la connexion entre les régions. Donc ça, c'est une connexion par mer, et ça peut éventuellement être une connexion par voie de terre. Voilà. Ça, c'est pour symboliser les déplacements, et ça va avoir des conséquences en termes de jeu. Donc ici, on peut voir que cette île-là a une connexion par mer à cet espace ici. Hein. Par contre, ici, c'est une connexion par terre, par voie de terre. Voilà. Et les bateaux ne peuvent évidemment passer par la mer, pas de souci, et ne peuvent se stationner que des endroits où il y a un ancrage, d'où ces autres pions. Alors, vous voyez que c'est les premiers scénarios, il y a des ancrages à peu près partout, c'est plein de petites îles, donc a priori les bateaux peuvent aller partout. On voit juste un espace où on ne peut pas aller, c'est l'île sacrée qui se trouve ici. On ne peut pas aller directement ici, il faut d'abord s'ancrer à la baie de la Balafre, puis après aller à pied jusqu'ici. Voilà. Et de la même manière ici, on a aussi une voie de terre, mais par contre il y a un accès par bateau, il y a des ports ou des baies ou des endroits où on peut stocker le bateau, quelque part on peut ancrer le bateau, voilà, des deux côtés de l'île. Voilà, donc vous comprenez sans doute que maintenant il y a, un peu comme dans les règles que j'avais précédemment proposées, une notion de déplacement, et les déplacements sont d'autant plus difficiles qu'il y a beaucoup de zones à traverser. Mais l'avantage aussi, c'est que dans ce jeu, on a des bateaux, voilà, et quand un personnage se déplace en bateau, qui par exemple il se trouve à l'atoll du Pinacle, donc il a les 3 héros dedans, par exemple, il commence là, imaginons, hein, toc, les 3 héros sont là. Quand Lyriane joue, Lyriane est donc personnage joueur actif, et qu'elle se déplace avec son bateau, elle peut aller où elle veut, hein, tant que, non pas même où elle veut, hein, simplement là où il y a soit un espace d'ancrage, soit un espace maritime, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi aquatique, c'est-à-dire que l'autre côté du pion j'ai mis aquatique, c'est-à-dire là c'est la pleine mer, quoi. Il n'y a pas de terre, certaines régions on ne peut pas se poser, on ne peut pas sortir du bateau. Ici on peut toujours aller se promener à pied, quoi, évidemment. Voilà, donc avec un bateau, on se déplace, et les autres personnages, ils ont le choix. Par exemple, Lyriane se déplace, elle peut très bien décider, les autres décident aussi, par exemple, de rester à l'atoll du Pinacle, parce qu'ils ont l'intention de l'explorer et de la fermer. Pendant ce temps-là, Lyriane, elle peut très bien se déplacer et aller jusqu'à l'île du Requin, par exemple. Voilà. Ça, c'est des déplacements qui sont complètement gratuits, qui ne posent pas de soucis. Là où c'est plus problématique, c'est quand les personnages vont commencer à vouloir se déplacer de région en région, d'île en île, mais sans bateau, quoi. Parce qu'évidemment, quand le bateau est là-bas, et là c'est un changement par rapport aux règles officielles, le bateau, il est toujours avec une seule personne. Voilà, le capitaine du bateau, il part là-bas. Si eux, ils veulent remonter dans le bateau, il faut qu'ils viennent le chercher. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué quand on se déplace. Donc, on peut toujours aller de région en région, mais quand il faut traverser la mer, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Généralement, on se déplace toujours de zone en zone. Donc là, je suis là, par exemple, je vais aller finalement jusqu'ici, jusqu'à la baie de la Balafre. J'ai un bras de mer à traverser et une terre. Donc voilà, là il y a une espèce de multiplicateur qui va se mettre en jeu. On expliquera ça plus en détail, c'est pas très important. Le fait est qu'il y a juste un petit peu plus de complications quand on se déplace sans bateau. Voilà. D'où l'intérêt éventuellement d'en trouver d'autres, pourquoi pas, ou d'avoir à gérer l'emplacement du bateau. Voilà, c'est pas aussi simple que ça pouvait l'être avant. Je trouve que c'est intéressant, ça apporte une dimension tactique supplémentaire sur qu'est-ce que je fais du bateau. Voilà, sachant qu'en plus il y a des avantages à être sur des bateaux, on peut avoir des bonus pour le combat, on peut y stocker du butin, on peut y stocker des pirates aussi, on peut y stocker de l'équipage qui vont permettre d'améliorer le bateau aussi. Sinon, dans les règles, les gros changements de règles, principalement il y a toujours des monstres errants. Donc c'est-à-dire que caché dans le deck de bénédiction, il y a quelques monstres errants qui vont se trouver, donc des monstres, des cartes monstres, qui sont battues dans le paquet, qui sont proposées thématiquement selon le scénario, et donc de temps en temps, on peut piocher un monstre, et se retrouver, ah mince, on n'avait pas prévu ça, on se retrouve avec une attaque à un moment un peu délicat, et ces monstres en plus provoquent le tirage d'un butin, donc c'est quand même intéressant, quand même, il y a une petite récompense. Sinon, je vous ai dit que la difficulté est augmentée parce qu'il y a une région en plus. Elle est augmentée aussi parce que les boss et les sbires ont des bonus au combat. Un peu comme s'ils avaient une compétence de vétéran.
pour ceux qui connaissent. Les bénédictions sont moins efficaces, c'est-à-dire que les dieux sont plus durs et moins enclins à donner de leur aide, donc un test ne peut bénéficier que de 2 bénédictions en plus. Donc on a le droit en gros à 2D ou 3D ou 4D, ça dépend du type de bénédiction qu'on utilise en plus. Les bénédictions supplémentaires utilisées ne servent juste qu'à relancer, ce qui est déjà énorme. Voilà, si on a raté le test, si on a utilisé 3 bénédictions, on peut utiliser une de ces bénédictions pour faire une relance, quoi. Voilà, donc les bénédictions fonctionnent moins bien, les boss sont plus costauds, il y a un peu plus de régions à explorer, donc plus d'exploration à faire. Alors, oui, quand les héros prennent des grosses blessures, normalement on doit défausser toute sa main. Alors, par exemple, je prends 4 blessures, j'ai que 3 cartes dans ma main, bah, j'enlève mes 3 cartes. Dans le jeu officiel, la règle officielle, c'est ça qui se passe. On enlève les 3 cartes et puis bah, ça c'est tout, quoi. Là, si on a encore des dégâts encaissés mais qu'on n'a plus de cartes dans les mains pour pouvoir défausser, eh bien à la place on enterre la première carte du deck. Peu importe le nombre de dégâts qu'on prend. Même exemple, si je prends 8 dégâts, j'ai que 3 cartes en main, je vire mes 3 cartes, et à la place des 5 dégâts qui restent, j'enterre une carte. J'enterre pas 5 cartes, il ne faut pas être malade non plus. Mais voilà, les combats ont des conséquences, des combats ratés ont des conséquences un peu plus dures que dans les règles, on va dire, les règles originales. Aussi on a des conséquences si on perd par le temps, voilà. Si on laisse filer le temps et qu'on perd le scénario parce qu'on n'a pas assez de temps, on a aussi des conséquences néfastes pour le groupe, c'est pareil, ça nous pousse à essayer de réussir quoi qu'il arrive. En gros on se débarrasse de cartes bannies au hasard dans son deck, hein, donc ça peut faire mal, hein. Et donc on ne peut pas mourir dans le jeu, hein, c'est-à-dire qu'un personnage qui meurt normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cartes, etc., qu'il n'y a plus de deck, il y a une règle qui s'applique, il va pouvoir revenir mais avec des gros malus, son deck va être nettoyé, il va avoir tout un scénario où il va être très diminué, il va avoir moins de 15 cartes pour commencer, et donc il va être plus fragile, jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau recréer son deck. Donc voilà, ça évite d'avoir tout à recommencer si on meurt en gros, quoi, hein. Mais d'avoir quand même suffisamment de malus pour pas avoir envie de mourir, et puis pour avoir quand même une sorte de punition, et d'avoir à se battre pour retrouver son statut. Les déplacements, on verra ça plus tard, je vous ai en gros dit comment ça fonctionnait. Et puis après, il y a des bateaux ennemis, hein. Autant il y a des bateaux pirates, mais il y a des bateaux ennemis aussi, qui vont eux-mêmes se déplacer et essayer de retrouver nos héros pour les attaquer, les mettre en blocus certaines régions, et ça va avoir des conséquences aussi. Comme ça on verra aussi concrètement quand on y sera. Et de temps en temps, on peut s'emparer de navires ennemis. C'est ça qui peut être chouette aussi. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des petites règles qui vont se rajouter pour rendre un peu plus le jeu un peu plus difficile et un peu plus thématique, on va dire, voilà. Notamment en termes de déplacement et de visualisation sur le plateau. Hein, on a différentes îles, différents lieux où on peut aller. Et en plus, je vous avais déjà dit la dernière fois, il y a une partie narrative qui est rentrée en jeu, c'est-à-dire que on va se raconter une histoire. Je me sers d'une version scénarisée du jeu, hein, qui est fait par quelqu'un sur Board Game Geek, et que donc je m'amuse à traduire et qu'on va suivre ensemble. J'espère que ça vous plaira. Donc, cette fois-ci, on a ce qu'il faut. Je vais pouvoir mettre le scénario en place complètement, mettre les régions, etc. Je vous présenterai le scénario, évidemment, avec la lecture de l'introduction à l'aventure. Les decks, on l'a vu, sont faits, je vais les mélanger, et puis on va pouvoir partir et s'attaquer donc à notre premier scénario, promenade dans les îles, toute première aventure d'introduction à la campagne Skull and Shackles, pillage et péril. On va apprendre un peu les rudiments de la piraterie. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très très bientôt. Puis j'ai hâte de vous retrouver pour que vous m'accompagniez avec ces 3 lascars. Voilà, pour qu'on aille jusqu'au bout, j'espère, de la campagne des pirates Skull and Shackles
On devrait passer un bon moment tous ensemble. Salut, salut. Allez, à très bientôt. Bye.